21 décembre 1945. Winston Churchill se trouve à Chartwell, sa résidence de campagne, lorsque le télégramme arrive. Le général George S. Patton Jr., le commandant de combat le plus redouté de l'Amérique, est mort. Churchill lit le télégramme une fois, puis une seconde fois. Il le pose sur son bureau, allume un cigare et reste longtemps à regarder par la fenêtre. Lorsqu'il s'adresse enfin à sa secrétaire, ses mots ne sont ni fleuris ni diplomatiques. Ils sont directs, brutaux et absolument révélateurs. Ce que Churchill dit à cet instant, et dans les jours qui suivent, met en lumière une vérité que le chef de guerre britannique admettait rarement en public: l'Amérique avait produit quelque chose que la Grande-Bretagne n'était plus capable de produire, un général d'une agressivité pure et impitoyable, un type de commandant qui gagnait les guerres non par l'élégance, mais par la vitesse et la violence. Et désormais, cette arme avait disparu précisément au moment où le monde entrait dans la paix la plus dangereuse de son histoire. Si vous voulez la vérité brute et sans filtre sur les plus grandes figures de l'histoire, abonnez-vous dès maintenant, car ce que Churchill a dit à propos de Patton va vous choquer. Pour comprendre la réaction de Churchill, il faut comprendre ce que Patton représentait pour lui. Churchill venait de passer 6 années à mener une guerre qui avait presque détruit la Grande-Bretagne. L'Empire était en faillite. Les villes n'étaient plus que des ruines. Toute une génération de jeunes hommes avait été tués ou mutilés. Et en 1945, la Grande-Bretagne était épuisée d'une manière qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui. Churchill savait, même s'il l'admettait rarement en public, que la Grande-Bretagne ne pouvait plus gagner des guerres seule. Les jours de la domination militaire britannique étaient révolus. L'Amérique était désormais le partenaire dominant de l'Alliance. La puissance industrielle américaine, la main-d'œuvre américaine, et de plus en plus, le commandement militaire américain allait façonner le monde d'après-guerre. Et parmi les généraux américains, Patton se distinguait nettement. Churchill avait observé les campagnes de Patton en Afrique du Nord, en Sicile en France et en Allemagne. Il avait vu ce que Patton pouvait accomplir lorsqu'on le laissait agir librement, faire avancer des armées à des vitesses qui semblaient impossibles, exploiter des percées que des commandants plus prudents auraient consolidées et submergé l'ennemi par une agressivité incessante. C'était un style de guerre que Churchill admirait parce que c'était un style que la Grande-Bretagne avait autrefois pratiqué à l'époque où l'Empire était jeune affamé et prêt à se montrer impitoyable. Ainsi, lorsque le télégramme arriva à Chartwell, annonçant la mort de Patton, des suites de blessures subies dans un accident de voiture, Churchill comprit immédiatement ce qui venait d'être perdu. La secrétaire de Churchill, Elizabeth Layton, était présente lorsqu'il reçut la nouvelle. Des années plus tard, elle décrivit sa réaction dans ses mémoires. Churchill lut le télégramme en silence, puis dit « Patton est mort ». 2 mots seulement plats, factuels. Layton attendit, sachant que Churchill dirait autre chose. Quelle damnée tragédie! Une sacrée putain de tragédie. L'homme survit à 4 années de guerre, l'Afrique du Nord, la Sicile, la France, l'Allemagne, et il meurt dans un accident de voiture en temps de paix. Il y a là une ironie cruelle. Il s'arrêta pour allumer son cigare, puis ajouta quelque chose de plus révélateur encore. Les Américains ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont perdu. Pas encore, mais ils s'en rendront compte. Ce n'était pas le Churchill des discours enflammés et des phrases poétiques. C'était le Churchill privé, le stratège, qui comprenait la puissance militaire en termes froids et pratiques. Plus tard dans la soirée, Churchill rédigea un message officiel de condoléances au président Truman
et à la veuve de Patton. Le message était solennel, comme il se devait, saluant le courage et le leadership de Patton. Mais ce sont les propos que Churchill tint officieusement à ses chefs militaires, à ses conseillers les plus proches, aux rares personnes en qui il avait confiance, pour partager ses pensées sans filtre, qui révèlent ce qu'il croyait réellement à propos de Patton. Le lendemain, Churchill rencontra le maréchal Alan Brooke, chef de l'état-major impérial, et son plus proche conseiller militaire tout au long de la guerre. Leur conversation fut consignée dans le journal privé de Brooke, qui ne fut publié que des décennies plus tard. Selon Brooke, Churchill commença par demander « Que pensiez-vous de Patton ?» Brooke, qui n'avait jamais l'habitude de mâcher ses mots, répondit « Un tacticien brillant, un diplomate désastreux, un officier de cavalerie du XIXe siècle qui se trouvait commander des chars au lieu de chevaux. » Churchill hocha la tête. « Ya, oui, précisément. Et c'est exactement ce qui le rendait inestimable. » Puis Churchill ajouta quelque chose qui allait droit au cœur de sa vision. « Nous ne produisons plus de généraux comme lui, Alan. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous produisons des commandants prudents et compétents qui coordonnent avec les alliés qui prennent en compte les implications politiques qui mènent les guerres à la manière moderne et civilisée. Mais Patton faisait la guerre comme les guerres ont toujours été gagnées, par la vitesse, le choc et l'exploitation impitoyable des faiblesses de l'ennemi. Brooke fit remarquer que Patton avait causé d'innombrables problèmes politiques, les incidents des gifles, les déclarations incendiaires, les conflits avec d'autres commandants. Bien sûr qu'il en avait causé. C'est le prix à payer lorsqu'on possède une arme comme Patton. Il était une arme, vous comprenez. Pas un diplomate, pas un homme politique, une arme. Et comme toute arme, il devait être orienté dans la bonne direction et contrôlé. Mais lorsqu'il fallait quelqu'un pour percer les lignes ennemies et parcourir 300 miles en 2 semaines, il n'y avait personne de meilleur. Puis Churchill dit quelque chose de remarquable. La tragédie n'est pas que l'Amérique ait perdu Patton. La tragédie, c'est que nous n'en ayons jamais eu un à nous. Pas dans cette guerre, en tout cas. Cet aveu révèle quelque chose que Churchill reconnaissait rarement. Le commandement militaire britannique pendant la Seconde Guerre mondiale était fondamentalement différent du type de leadership agressif et preneur de risques qu'incarnait Patton. Les généraux britanniques, comme Montgomery, étaient prudents, méthodiques, concentrés sur la réduction des pertes, parce que la Grande-Bretagne ne pouvait tout simplement pas se permettre de lourds sacrifices humains, après le carnage de la Première Guerre mondiale. La culture militaire britannique était devenue prudente presque à l'excès. Les généraux américains, et Patton en particulier, n'avaient pas ces contraintes. L'Amérique disposait de la main-d'œuvre, de la capacité industrielle et de la volonté d'accepter des pertes en échange d'une victoire rapide. Churchill comprenait parfaitement cette dynamique. Lors d'une conversation avec Anthony Eden, son ministre des Affaires étrangères, Churchill fut encore plus explicite. Patton pouvait faire des choses que Montgomery n'aurait même pas osé imaginer. Non pas parce que Montgomery n'était pas brillant, il l'était, mais parce que Montgomery commandait une armée en déclin, issue d'une nation épuisée, où chaque perte britannique comptait. Chaque décision devait être pesée en fonction de ce que nous pouvions nous permettre de perdre. Patton lui commandait une armée en expansion, celle d'une nation qui ne faisait que commencer. Il pouvait prendre des risques que nous ne pouvions pas prendre. Il pouvait avancer quand nous devions consolider. Il pouvait accepter des pertes qui auraient été politiquement impossibles pour nous. Puis Churchill ajouta « Et c'est pour cela que sa mort compte plus que les gens ne le réalisent. L'Amérique pense qu'elle possède des dizaines de généraux comme Patton. Ce n'est pas le cas. Elle en avait un, et maintenant, elle n'en a plus aucun. » Churchill
revenait sans cesse à cette idée de Patton comme une arme. Elle revenait dans de nombreuses conversations privées au cours des semaines qui suivirent la mort de Patton. À l'un de ses aides, Churchill déclara « Les Américains sont sentimentaux à propos de leurs généraux. Ils veulent croire que leurs commandants sont à la fois brillants et aimables. Mais la guerre n'a rien à voir avec le fait d'être aimable. La guerre consiste à détruire la volonté de l'ennemi de se battre. Et Patton comprenait cela mieux que quiconque. » Churchill précisa encore, quand il fallait percer la ligne Gustave, on faisait appel à une préparation minutieuse et à une force écrasante. Quand il fallait coordonner une invasion amphibie massive, on faisait appel à une planification méticuleuse. Mais quand il fallait traverser la France, plus vite que l'ennemi ne pouvait se réorganiser, quand il fallait dégager Bastogne en 48 heures, quand il fallait quelqu'un qui refuserait simplement d'accepter que quelque chose soit impossible, on faisait appel à Patton. Il était une arme, poursuivit Churchill, une arme difficile, une arme qui nécessitait une attention constante et provoquait d'innombrables maux de tête, mais une arme d'une puissance extraordinaire. Et des armes comme celle-là sont rares. Dans une autre conversation, Churchill formula le calcul militaire de manière encore plus claire. La question n'était pas de savoir si Patton était difficile à gérer. La question était de savoir si ses résultats justifiaient cette difficulté. Et la réponse était évidemment oui. L'homme avait avancé de la Normandie à la frontière allemande plus vite que quiconque ne l'aurait cru possible. Il avait libéré Bastogne quand tout le monde disait que c'était irréalisable. Il avait traversé le Rhin avec une telle rapidité que les Allemands n'avaient pas eu le temps d'organiser une défense. Ce sont ce genre de résultats qui gagnent les guerres. Mais les propos les plus révélateurs de Churchill sur Patton apparurent lorsqu'il se mit à penser à l'avenir, et plus précisément à l'Union soviétique. En décembre 1945, Churchill était déjà profondément inquiet de l'expansionnisme soviétique. Il avait vu Staline consolider son contrôle sur l'Europe de l'Est. Il avait observé les forces soviétiques refuser de se retirer des territoires qu'elles avaient occupés, et il était de plus en plus convaincu que l'Occident allait bientôt faire face à un nouveau type de conflit avec son ancien allié. C'est à ce moment-là que l'évaluation de Patton par Churchill devient véritablement profonde. Lors d'une conversation avec sa secrétaire privée, Churchill déclara « Vous savez quoi ? Les Soviétiques respectèrent la force, la décision les commandant prêts à être impitoyables. Ils respectaient Patton parce que Patton leur faisait peur, pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de ce qu'il était capable de faire. » Churchill poursuivit « Les Soviétiques comprenaient Patton d'une manière qu'ils n'ont jamais comprise chez Eisenhower ou Bradley. Patton était une menace crédible et immédiate, le genre de général qui pourrait réellement attaquer s'il était provoqué, et cela a de la valeur même en temps de paix, surtout en temps de paix. » Puis Churchill ajouta quelque chose de glaçant. « Nous entrons dans une période où les guerres ne seront plus menées directement. Elles seront menées par des menaces, par des démonstrations de force, par le fait de convaincre l'adversaire que l'on est prêt à aller plus loin que lui. » Et Patton était l'arme parfaite pour ce type de guerre. Sa simple existence constituait une dissuasion. Il fit une pause, puis ajouta « Et maintenant il a disparu précisément au moment où nous avons le plus besoin de ce genre de dissuasion. » Lors d'un moment particulièrement franc avec le maréchal Montgomery, qui avait lui-même connu de célèbres affrontements avec Patton Churchill, formula quelque chose qui dut être difficile à admettre pour le dirigeant britannique. Churchill lui dit « Je sais que vous et Patton ne vous entendiez pas.
Je sais qu'il était arrogant, insubordonné, et parfois impossible à gérer, mais voici ce que vous devez comprendre. Dans 50 ans, lorsque les historiens écriront sur cette guerre, ils se souviendront davantage de Patton que de n'importe quel général britannique, peut-être à l'exception de vous-même. Et ils ne se souviendront pas de lui, malgré son agressivité, mais à cause d'elle. Montgomery commença à objecter, mais Churchill poursuivit. La Grande-Bretagne a gagné cette guerre par l'endurance, en refusant de se rendre quand tout semblait perdu, en construisant des alliances et en coordonnant avec des partenaires. Ce sont des qualités admirables, mais ce ne sont pas celles qui inspirent les futurs généraux, ni celles qui effraient les futurs ennemis. L'agressivité de Patton, cette avancée impitoyable et incessante, voilà ce dont on se souviendra, voilà ce que l'on craindra. Churchill rendit alors son propos explicite. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. La Grande-Bretagne ne produit plus de généraux comme Patton, parce que nous ne menons plus les guerres de la manière dont Patton les menait. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous sommes une puissance en déclin qui gère ce déclin avec dignité et compétence. L'Amérique est une puissance ascendante qui n'a pas encore appris les limites de sa force. Et Patton incarnait cela à la perfection, toute cette puissance brute non raffinée, sans véritable compréhension de ses limites. Aujourd'hui, conclut Churchill, cette puissance a disparu, et je ne suis pas certain que l'Amérique réalise ce qu'elle a perdu. Peut-être que l'évaluation la plus complète de Patton, par Churchill, se trouve dans une lettre qu'il écrivit au maréchal John Smuts d'Afrique du Sud, l'un de ses plus proches confidents durant la guerre. La lettre était personnelle et n'était pas destinée à être publiée. Churchill y écrivit « La nouvelle de la mort de Patton m'a affecté plus que je ne l'aurais cru. Non parce que je connaissais bien l'homme, nos interactions furent limitées, mais parce que je comprenais ce qu'il représentait, un type de commandement militaire que l'histoire ne produit que rarement et que le monde moderne trouve de plus en plus inconfortable. Patton n'était pas fait pour le temps de paix. Il était politiquement maladroit, socialement mal à l'aise, en dehors des cercles militaires, et constitutionnellement incapable de la nuance diplomatique que la paix exige. Mais en guerre, il était magnifique. Il comprenait quelque chose que la plupart des généraux modernes ont oublié. Les guerres ne se gagnent pas par une accumulation prudente d'avantages, mais par des applications soudaines et écrasantes de la force à des moments décisifs. Les Américains regretteront son absence, même s'ils ne s'en rendent pas encore compte. Ils chercheront un autre Patton et n'en trouveront pas, car des hommes comme Patton naissent d'une combinaison particulière de tempérament, de formation et de moments historiques. Ce moment est passé. L'époque qui produisait des officiers de cavalerie capables de passer sans effort au commandement de divisions blindées est révolue. Churchill conclut « Nous avons perdu un guerrier à une époque qui sera de plus en plus dirigée par des administrateurs, et je crains que nous ne regrettions ces guerriers plutôt que nous ne le pensons. » Le 21 décembre 1945, Churchill apprit que George Patton était mort. Sa réaction ne fut ni sentimentale ni poétique. Ce fut l'évaluation froide d'un stratège qui comprenait ce qui avait été perdu. La Grande-Bretagne ne produisait plus de généraux comme Patton, des hommes d'agression pure et de détermination implacable, parce qu'elle ne pouvait plus se le permettre. L'Amérique en avait produit un, et désormais, alors que le monde entrait dans une paix incertaine, face à l'Union soviétique, cette arme avait disparu. Churchill comprenait quelque chose que beaucoup ne voyaient pas encore. La valeur de Patton ne résidait pas seulement dans ce qu'il avait accompli pendant la guerre, mais dans ce qu'il représentait pour l'avenir. Il était une dissuasion, une menace, le genre de général qui poussait les adversaires à réfléchir à 2 fois avant d'aller trop loin. Sans Patton,
l'équilibre des forces de l'après-guerre se déplaça légèrement, pas suffisamment pour que quiconque le remarque immédiatement, mais assez pour que Churchill, avec son esprit stratégique et sa compréhension profonde du fonctionnement réel du pouvoir, perçoive la perte. Quels que fussent les défauts de Patton, et ils étaient nombreux, il était irremplaçable, non pas parce qu'il n'existait pas d'autres généraux compétents, mais parce qu'il n'y avait pas d'autres généraux prêts à être aussi agressifs, aussi implacables, aussi indifférents, au confort ou aux conventions. Churchill emporta cette conviction avec lui dans la guerre froide, et l'histoire lui donnerait raison. Le monde regretterait la forme particulière de compétence brutale et impitoyable de Patton, bien plus que quiconque ne l'avait compris à l'époque. Si cela a changé votre regard sur Churchill et Patton, laissez un commentaire et montrez votre soutien. Churchill avait-il raison de considérer Patton comme irremplaçable? Et n'oubliez pas de vous abonner. Nous révélons chaque semaine les vérités les plus brutales sur les plus grandes figures de l'histoire.